maintenant, nous allons accueillir une par une, et je dis une par une, c'est vrai, parce que c'est uniquement des entrepreneurs de Saint-Étienne qui vont nous expliquer comment elles vivent ces entreprises, le design thinking au quotidien. Alors, si ma liste est là, tout va bien. J'appelle Elisabeth Ducotet, présidente de Tuan. Madame Ducotet, Tuan, c'est l'un des leaders mondiaux du matériel médical et orthopédique. Alors, je sais que ça va faire plaisir à Claire Mévière, qui en a un peu besoin, là, aujourd'hui, à son retour de vacances d'hiver. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que Tuan et comment appliquez-vous le design thinking au sein de votre entreprise? Alors, j'ai envie d'abord de dire peut-être que Tuan est une entreprise. Donc, une entreprise, c'est une collectivité. Et entreprendre, ça veut dire se mettre ensemble. C'est prendre à plusieurs. Donc, voilà, on est vraiment une collectivité. Aujourd'hui, on est 2000 personnes, 2200 personnes, même réparties sur une quarantaine de pays. Et donc, voilà, c'est cette collectivité. Deuxièmement, Tuan, aujourd'hui, c'est aussi, bien sûr, une collectivité d'hommes et de femmes avec une parité, pratiquement, en particulier au COMEX, où il y a autant de femmes que d'hommes. Et puis, troisièmement, c'est une industrie. Pour moi, c'est très important de dire c'est une industrie, et c'est une industrie qui a pris le parti d'être à Saint-Étienne et d'y rester. Et donc de vivre cette expérience industrielle qui date de très longtemps, parce que l'entreprise a 174 ans. Donc c'est une entreprise qui est inscrite dans l'histoire, et c'est une histoire que nous ne récusons pas, bien sûr, c'est au contraire notre racine. Donc voilà déjà 3 caractéristiques. Et je vous ai mis pour commencer notre logo, parce que ce logo, il est très important. D'abord, il a été dessiné par un Stéphanois en 1956, et il est toujours d'actualité. C'est-à-dire que c'est un Stéphanois qui était de cette génération des dessinateurs stéphanois, et qui avait déjà complètement l'intuition de ce dont nous aurions besoin au travers d'années et d'années de notre métier. Et je donnerai 2 caractéristiques de ce logo, qui est absolument notre pôle à tous. Nous sommes 2200 qui nous référons à ce logo, et ce que nous entreprenons chaque jour est en cohérence avec ce logo. Donc c'est vraiment notre architecture centrale. Et ce logo, il est empathique, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui a eu une blessure, et c'est quelqu'un qui a une blessure, et pour cette personne, ce patient qui a une blessure, eh bien, nous sommes tous dans une situation d'empathie, c'est-à-dire que nous sommes là pour voir ce que nous pouvons faire, et en sachant que nous-mêmes, nous sommes chacun un patient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des patients qui sont extérieurs à nous, mais nous sommes tous aussi impatients, donc nous sommes en train d'avoir une expérience qui est cette expérience de la souffrance, de la difficulté, de la douleur, etc. Et puis, ce logo, il a des ailes. C'est-à-dire que la blessure qu'il vient d'avoir ne lui a absolument rien enlevé de son dynamisme. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ces ailes qui sont d'origine et que nous avons bien sûr gardé, qui est... il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup d'attente de ce que cette blessure va pouvoir ne pas entraver la mobilité et donc, au bout du compte, la liberté, qui est quand même vraiment l'essentiel de ce que nous avons dans la vie pour nous mouvoir. Donc, j'ai envie maintenant de vous montrer de quoi parlons-nous. Quand on parle de Tuan, on parle de produits qui sont sévères, qui sont austères, qui sont par exemple une ceinture lombaire. Une ceinture lombaire, c'est ce dont se dote cette grande partie de la population qui a mal au dos dans sa vie. Et aujourd'hui, le mal de dos est le mal qui coûte le plus cher à l'assurance maladie en termes d'arrêt de travail. Donc ce n'est pas une petite chose, et c'est un grand nombre d'incapacités, d'immobilités, de difficultés, de souffrances, voire même de handicap. Ça peut être aussi une genouillère, et là on va penser très vite au sujet dont vous parliez, je suis très sensible à ce que vous faites, parce qu'on a les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aider au maintien de la mobilité, bien sûr du sportif, bien sûr du traumatisé, mais aussi bien sûr de toute la population qui est âgée, va trouver dans la mobilité le maintien de l'autonomie. Quand on perd la mobilité, on perd son autonomie, et donc on perd beaucoup. Donc voilà, notre univers, c'est un univers quand même de douleur, de souffrance, d'appareillage et d'une certaine forme d'austérité. Et Elisabeth, est-ce qu'on n'est pas
plus dans le design que dans le thinking, que dans votre approche. Eh bien justement, je vais vous montrer que si nous arrivons à faire des produits qui sont efficaces, qui sont toujours d'ailleurs designés, parce que nous avons un design manager et nous avons bien sûr des designers auxquels nous demandons de nous aider sur la fabrication de ces produits. Si nous y arrivons, c'est parce que dans notre esprit à tous, il y a un design thinking. Il y a une façon de voir les choses, une façon de voir l'expérience et une façon de la créer ensemble. Et alors là, je vais vous montrer l'industrie, parce que voilà ce qu'est, nous utilisons encore ce bâtiment-là, ce qu'est cette image de l'industrie du 19e siècle, parce que ça, c'est une usine qu'avait acheté mon grand-père quand il s'est installé à Saint-Étienne, donc c'est 1910. Et voilà ce qu'est un lieu de l'industrie traditionnelle de la fin du 19e siècle, du début du 20e, et avec tout ce qu'on peut imaginer avec, comme image parfois très négative. Et ceux qui viennent chez nous s'imaginent qu'ils vont voir des rangées d'ouvrières derrière des machines à coudre. Or, chez nous, il n'y a pas une machine à coudre. Et voilà le lieu que nous avons créé en 2015 et que vous êtes venu inaugurer et qui est venu à inaugurer aussi la ministre Axelle Lemaire, qui était à ce moment-là en charge de l'attribution de la Design Tech et qui nous a donné Design Tech, French Tech pour Saint-Étienne et qui l'a annoncé lorsqu'on a créé ce bâtiment. Et je voudrais revenir un peu sur le lieu, parce que justement le lieu est un moment important. Ce que nous avions à abriter en 2015, c'était des choses très nouvelle. Alors après des épisodes sur lesquels je vais pas revenir, mais je voudrais remettre un peu l'accent sur ce qui s'est passé en 2015 chez nous. Très très vite, hein, s'il vous plaît. En quelques secondes, je vais vous dire que c'était à la fois l'arrivée du digital, à la fois l'irruption de toutes les startups qui venaient nous dire « vous, la French Fab, essayez de nous abriter ». À la fois le nomadisme. Nous avions maintenant 20 lieux au moins dans le monde et nous étions tous des tuanes, sauf avec une valise tous à la main. Nous étions avec une école des mines qui prenait le parti d'avoir un laboratoire de biomécanique, ce qui était très récent. Donc dans la cité prenait le parti de nous aider. Donc je dirais qu'il y avait l'irruption de tout un concours de circonstances qui était extrêmement important et qui nous a obligés, je dirais, à trouver le lieu pour faire ce design thinking et pour faire cette espèce d'éclatement de l'entreprise vers un lieu. Là, il y a des luminaires parce que comme on a des ailes, on est près des cieux. Et puis un lieu qui est de la hauteur, qui est de l'ampleur, qui est de la lumière, qui est des vrais espaces dans lesquels chacun va pouvoir parler aux autres, alors qu'on était plutôt dans une logique de bureaux séparés les uns des autres. Et on s'était aperçu que nous qui étions une culture d'ingénieurs, nous avions des ingénieurs dans des bureaux, que les ingénieurs ne parlaient pas aux marketeurs, et il fallait absolument créer des espaces dans lesquels les gens viennent s'asseoir ensemble et passent du temps. Et puis, là, je vais vous montrer quelques images de l'industrie, parce que le lieu de bureau est important, mais le lieu industriel l'est largement autant chez nous qui sommes des intégrateurs industriels. D'abord, il y a des matières très nobles, très belles, et voilà des bobines, mais ça vous dit la noblesse de la matière. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de machine à coudre. Il y a des rangées de matériels qui ont tous moins de 5 ans, qui sont des matériels extrêmement automatisés et qui sont dans des endroits qui respirent la modernité, l'automatisation, la technologie. Mais tout ça ne marche que parce qu'il y a un homme derrière, et il y a un homme dont vous voyez le regard. Moi, ce collaborateur-là, il y en a des centaines chez nous, ce collaborateur-là, il domine sa technologie, il domine sa machine, il a une machine qui est très complexe, et il a un regard qui, je dirais pour moi, est du design thinking, c'est-à-dire qu'il est en train d'être extrêmement attentif au produit médical qu'il va produire. Et cette industrie, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment la réhabiliter aujourd'hui, parce que je pense que l'image de l'industrie, et en particulier celle de l'industrie textile, est une image qui est fausse. Personne ne sait aujourd'hui que l'industrie textile en France, dans les territoires, est une industrie noble, attractive, et je veux juste dire un mot. Ce monsieur est un tricoteur, c'est-à-dire c'est un technicien supérieur. Eh bien, nous avons eu la fermeture des formations de tricoteurs dans la Loire. Voilà. Voilà un geste aussi qui me paraît important, parce qu'il y a dans cette noblesse de la machine et de l'homme vis-à-vis de sa machine, il y a aussi la noblesse du geste, et qui est pour moi aussi du design thinking, parce que si le geste est noble et si le geste est précis et approprié, on aura un beau produit. Et puis voilà, on aboutit finalement à un produit qui va être l'occasion pour la personne de gérer sa mobilité, donc de gérer son autonomie et sa liberté, de la gérer, là c'est pris dans les montagnes du Pilat, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Saint-Étienne, et de le gérer dans une expérience sensible et émotive qui pour moi est vraiment du design thinking.
ou aux sportifs de retrouver sa liberté d'action. Donc c'est quelques traits de caractère que je voulais donner, d'une part à une entreprise qui est ancienne, deuxièmement à une entreprise qui a vraiment fait le choix de la modernité et qui a fait le choix d'être attentive à son patient d'ailleurs pour moi n'étant plus vraiment un patient mais étant un action, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment l'intention de prendre en compte son propre destin de santé et de ne pas être passif vis-à-vis d'une ordonnance. C'est quelqu'un qui va vers la liberté. Donc je dirais, notre métier et le vôtre se ressemblent beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était tout à fait passionnant de voir concrètement, visuellement, ce à quoi peut aboutir le design thinking. Alors, si vous voulez bien regagner votre place, Elisabeth, vous allez être remplacée par Fabrice Romano, qui est le fondateur de Keranova. Alors, une entreprise centenaire croise une start-up qui vient de se créer, ou pratiquement, et qui est en accélération totale. Merci Fabrice. Alors, si j'ai bien compris, vous fabriquez, et on rejoint un peu aussi Tuan et puis Ciel Bleu, d'une certaine manière, vous fabriquez des équipements de blocs opératoires. Oui. Entre autres. Non, c'est exactement ça. Parfait. Alors, nous fabriquons... Mais dans le domaine ophtalmologique. Voilà, c'est dans l'ophtalmologie. Bloc opératoire ophtalmique destiné à des chirurgiens en ophtalmologie. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Keranova est le pur produit d'une intelligence collective stéphanoise. Ça s'est passé donc avant la création, et à Saint-Étienne, il y a une particularité, c'est que les disciplines se mélangent, les experts se rencontrent, et donc à Saint-Étienne, il y a 4 ans, différents laboratoires se sont réunis, des opticiens, des ingénieurs laséristes, des photonistes, des médecins, des biologistes. La mairie vous a aidé à faire ça ? C'était avant, mais ça faisait partie d'une volonté politique régionale assez particulière, que je souligne et que je salue parce que ce serait un exemple à suivre dans la France entière. Ces gens se sont réunis et c'est cette intelligence collective qui a fait naître une innovation majeure. Et donc à Saint-Étienne, nous avons mis au point le laser chirurgical le plus rapide au monde. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore certifié, il n'est pas encore sur le marché, mais il a déjà traité des patients humains il y a quelques mois. Et tout ça, ça s'est passé en 2 ans et demi. Autant dire que ça s'est passé très très vite. Il y a 2 ans et demi, nous étions dans des locaux qui étaient vides, nous étions 4 et nous avions une feuille blanche. En mois de décembre dernier, on a traité des patients humains avec une machine qu'on voit en haut à gauche, qui est une machine extrêmement complexe, qui est robotisée. Vous diriez que c'est vraiment le fruit du DT, de votre démarche de design thinking. Oui. Concrètement, comment ça s'est passé ? Concrètement, ça s'est passé donc une fois que j'ai découvert cette technologie stupéfiante, stéphanoise, j'ai proposé à ces chercheurs stéphanois de choisir un marché, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire de ce laser ultra rapide, et je leur ai dit, avec ça, on va révolutionner le monde de la chirurgie ophtalmique. Donc on est parti dans cette direction. On a été tout de suite identifié, détecté à Saint-Étienne, donc on a eu quand même pas mal d'aide et d'accompagnement. Donc on s'est installé dans l'ancienne manufacture, lieu historique et emblématique de Saint-Étienne, et là on a commencé à travailler et à recruter. Donc on est passé de 4 à 30 en 2 ans et demi, et aujourd'hui on a énormément de collaborateurs de très très haut niveau, et ce que je dis à mes équipes tous les jours, enfin aussi souvent que je le peux, c'est que notre plus grande richesse, c'est pas notre innovation technologique. C'est nous tous, en fait. Notre richesse, c'est les gens. Parce qu'ensemble, nous faisons des choses incroyables. Donc, il y a 2 ans, la Cité du Design de Saint-Étienne est venue nous voir en nous disant « J'aimerais bien voir comment vous travaillez, et si je peux vous aider, si on peut vous aider, on va vous aider. » Donc, ils nous ont proposé d'avoir une démarche design thinking. Donc, ils ont fait une sorte de diagnostic, un bilan de qui nous étions, où nous allions, pourquoi faire, avec quelle méthode, etc. Et donc, ça m'a permis de prendre conscience, pas que moi, hein, mais tous les managers de l'entreprise, que c'était vraiment fondamental. Et que sans ça, nous avions beau avoir la plus belle technologie du monde, ça pouvait ne pas fonctionner. Donc ça aurait été vraiment dommage. Et petit à petit, tout s'est mis en place. Et donc on a organisé les espaces, on a organisé les méthodes, on a organisé les réunions, les outils de communication, les différentes méthodes qui font que tout le monde aujourd'hui se sent investi. Tout le monde est investi d'une mission, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas travailler et faire un travail, je dirais, banal chez Keranova.
tout le monde est investi d'une mission. Et quand on a traité les premiers patients humains, le premier patient humain est là, en haut à gauche, quand on est revenu, j'ai dit à tout le monde, dans cette machine, il y a une partie de votre cerveau à tous. Et ça, c'est vous qui l'avez fait. Donc, soyez fiers de ça. Et les gens, maintenant, se sentent investis de ça. Ils sont extrêmement fiers de ça. Quand ils viennent au travail, ils ne viennent pas au travail, ils bondissent au travail. Et ça, c'est un plaisir quotidien. Et moi, j'ai compris que ce design thinking, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, quand je dis bonjour, simplement le matin, je dis 30 fois bonjour, mais 30 fois, je serre des mains et je regarde, j'observe des yeux, et je sens si ça va ou si ça va pas. Et si ça va pas, je dois m'en préoccuper tout de suite. Voilà, parce que tout le monde doit être dans une harmonie permanente pour que ça démultiplie vraiment les forces de l'entreprise. Superbe exemple. Keranova va porter son savoir-faire à l'étranger ? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. C'est déjà fait. On va présenter dans 20 jours à un congrès américain à San Diego les résultats des premiers traitements humains. Donc nous sommes les seuls au monde aujourd'hui à savoir pulvériser un cristallin cataracté en 30 secondes avec une machine automatique. Oui. Ça change vraiment les données. Aujourd'hui, une chirurgie des cataractes, c'est une chirurgie manuelle qui est très opérateur dépendante, donc qui est très variable d'un opérateur à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un patient à l'autre. Avec une machine intelligente et un robot chirurgical comme celui-là, on fait de la chirurgie de précision, on est précis à 10 microns et on va extrêmement vite. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Merci de céder votre place à Florence Mathieu. Florence, s'il vous plaît. Vous êtes la fondatrice d'Aina, dont vous allez nous décrire l'objet, et vous êtes aussi une auteure. Vous avez écrit un livre qui, d'ailleurs, que vous allez dédicacer à la fin de la conférence, qui s'appelle « Le Design Thinking par la pratique ». Alors là, vraiment, je suis ravi de vous entendre parler de la pratique du Design Thinking. Mais d'abord, qu'est-ce que Aina ? Alors, Aina, c'est une jeune start-up qui s'est créée sur la même thématique que celle qui était abordée, celle des seniors. Et nous, on s'est intéressé à la question de l'adaptation des logements. On est parti du constat qu'aujourd'hui, les solutions pour adapter les logements pour les personnes âgées n'étaient pas toujours bien pensées, pas toujours ergonomiques et surtout très stigmatisantes. Et on s'est dit comment on peut transformer ça en créant des gammes de produits innovants et esthétiques. Vous êtes enseignante à la D-School. Dites-nous de quoi il s'agit. Donc, la D-School, c'est Design School. Elle a été créée au sein de l'École nationale des ponts et chaussées, où j'ai fait mes études. Et l'objectif, c'était d'enseigner les approches. L'objectif est d'enseigner les approches de design thinking à des équipes multidisciplinaires et à des étudiants qui n'ont pas forcément à l'origine un background en design. Quand on parle de design thinking, en fait, cette notion s'est vraiment répandue avec la création de la D-School à l'université de Stanford. Où à l'université de Stanford, on s'est dit effectivement, on a besoin de faire travailler des étudiants qui viennent d'équipes multidisciplinaires et de leur donner de réels outils pour ça. Et c'est dans cette vague que s'est créée une série de D-School dans le monde. Ce qui veut dire que le design thinking s'enseigne. Et vous êtes un exemple isolé où on commence à en trouver l'enseignement un peu partout ou dans d'autres écoles ? Non, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est présent. Quand je travaille à plein temps, la D-School a été sollicitée par énormément d'écoles qui effectivement disaient comment on peut former nos étudiants qui, à l'origine, ne sont pas designers, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des écoles d'architecture, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, à avoir une approche plus empathique, plus pragmatique, et à leur donner des vrais outils. Parce que finalement, dans le design thinking, il y a deux éléments. Il y a à la fois un état d'esprit et il y a aussi un processus. Et effectivement, ce qu'on va faire quand on enseigne du design thinking, c'est aussi de donner des éléments clés de la compréhension de ce processus. Avoir une démarche de recherche terrain et de compréhension des utilisateurs, c'est pas évident au départ. Si on va juste poser la question, est-ce que vous avez un besoin, très souvent, on va revenir avec un non. On va pas être allé chercher très très loin. Donc tout l'enjeu, c'est d'aller utiliser d'autres outils, d'aller utiliser des outils de la recherche ethnographique, d'aller utiliser des outils d'observation. Et tout ça, ça s'enseigne et ça s'accompagne. Merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir vous poser d'autres questions parce que l'heure nous rattrape. Merci beaucoup. De toute façon, vous allez rencontrer votre public à la signature de votre livre et on pourra approfondir votre démarche à ce moment-là. Tout à fait. Alors, j'appelle...
Guillaume Pasquier, qui est le président de Klextral. Là aussi, Guillaume, on va essayer de faire les choses d'une façon très, très carrée. Surtout parce que vous nous aurez expliqué que ce que c'est que les lignes d'extrusion Bivis, qui a priori ne semble pas être quelque chose de fort partagé dans le monde entier. Non, et pourtant, vous consommez les produits qui sortent de ces machines-là tous les jours, puisque ça fait notamment des snacks et des céréales petit déjeuner extrudés. Grand Dieu. Donc c'est des produits très bio. communs. Bio, potentiellement bio, ça dépend des matières premières. Vous voyez que on fabrique en fait la machine qui est en haut. Et quand j'entendais l'ensemble des intervenants, on pratique en fait chez Klextral le co-développement et la réflexion avec nos clients qui sont les producteurs en fait de ces produits que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Parce que nous fabriquons des machines et nous ne sommes pas en contact direct avec l'utilisateur final. Alors, en quoi le design thinking a-t-il déterminé votre avenir? Parce que c'est pour vous projeter dans l'avenir que vous avez utilisé le concept. Alors, on l'a utilisé... déjà, on l'a utilisé il y a longtemps parce que cette machine-là a permis de faire le premier produit extrudé avec le groupe Danone dans les années 70, et c'était la cracotte, donc vous connaissez tous la cracotte, et c'était déjà quelque part du design thinking, puisqu'on ne peut pas réfléchir tout seul à l'utilisation de ces machines qui, avant tout, sont utilisées pour fabriquer des billes de plastique. Et donc c'était déjà très innovant de réfléchir avec un industriel à comment utiliser cette machine pour transformer des céréales et en faire des produits extrudés. Et en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pratiques alimentaires qui changent et des évolutions là aussi qui sont très fortes. Il n'y a pas que les organisations qui bougent, mais il y a les consommateurs bougent beaucoup, notamment la consommation de viande qui baisse avec des demandes particulières de consommation de protéines qui sont des protéines végétales, et il faut les texturer, et il faut en faire des produits qui sont attractifs. Et donc on a travaillé avec une société stéphanoise qui s'appelle BP Design pour réfléchir avec eux aux produits de demain, et notamment comment imaginer un produit à base de protéines végétales, parce qu'on a un process très innovant qui permet de texturer et de faire des analogues de viande qui sont extrêmement intéressants à manger. Alors ça peut paraître un peu l'aile ou la cuisse, ça fait, mais néanmoins c'est intéressant parce que on a fêté les 60 ans de Klextral il y a pas longtemps avec Gaël Perdriau. Alors on est entre la start-up et puis Tuan, on est un peu au milieu. On est une entreprise senior nous à 60 ans. Mais on a eu la chance de travailler avec le chef Régis Marcon, qui est un chef étoilé et qui, sur ces process extrêmement industriels, aussi s'intéresse au futur des aliments. Et donc ça alimente aussi, avec les équipes d'ingénieurs process, mécaniques, de réfléchir à l'évolution de nos machines, qui sont extrêmement contraintes par l'évolution des normes de production industrielle, mais à réfléchir à l'évolution de nos machines pour savoir finalement quels sont les produits de demain et comment on peut imaginer nos process pour répondre aux utilisateurs finaux. Parfait, merci beaucoup Guillaume. J'avais quand même une ultime question à vous poser. Est-ce qu'il existe des pistes spécialement innovantes aujourd'hui chez vous qui vont aboutir à une autre évolution dans votre processus industriel? Alors, quand on a discuté avec les équipes de design, il y a un point qui est ressorti, c'était de se dire finalement, à l'image du LKV Fabrique de Adidas, c'est finalement d'avoir peut-être demain des lignes d'extrusion en mode food truck. Parce qu'il y a des pays dans lesquels on peut déplacer les machines. On n'a pas forcément besoin d'avoir des unités de production trop importantes. Donc ça, c'est une idée, sans doute pour demain, mais c'est une idée qui est sortie des discussions entre les équipes de Klextral et puis les designers. Parfait, merci beaucoup.
Dernière intervenante, parce que je voudrais qu'il y ait un tout petit peu de temps qui reste pour dialoguer avec la salle, c'est Anne Elviro. Alors, vous êtes aujourd'hui coach, vous avez fondé InnovSense, mais vous étiez encore, il n'y a pas si longtemps, la responsable d'InnovLab, le laboratoire d'innovation du groupe Casino, qui se trouve à Saint-Étienne, bien sûr. Voilà, pour tout vous dire, en fait, fin des années 99, début 2000, j'ai participé à la création d'une start-up en Pologne, vous entendez probablement mon accent, et c'était le groupe Casino en Pologne. Très bien. Parce que c'était sous forme vraiment de start-up que nous créions les filiales polonaises. Après, j'étais impatriée en France et j'ai pu participer dans les années 2000 à tous ces phénomènes vraiment qui sont amplifiés, dont on a beaucoup parlé, d'accélération, de transformation digitale, de transformation législative. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir mettre dans le groupe Casino, avec les équipes bien sûr, des nouveaux modes d'accompagnement, de tester différentes méthodes d'accompagnement pour que les différentes entités, les différentes filiales, chacune à sa manière, puissent trouver des solutions et business et humaines dans ces nouveaux environnements. Après, voilà, les années 2010, j'ai vu qu'il y a une formation qui est apparue dans une des grandes écoles coaching d'organisation que j'ai suivie et où je suis restée à faire un peu de recherche sur ces sujets-là et à enseigner le design de coaching d'organisation. Et j'ai créé ma propre entreprise qui est aujourd'hui hébergée au sein de Quartier Créatif au Mixeur, où nous mixons différentes compétences, où je suis entourée de designers dont je m'inspire beaucoup dans mes accompagnements d'entreprise. Je vois que le temps passe. Non, allez-y. Voilà, dans mes accompagnements d'entreprise que je pourrais définir quand on parle de ces accélérations, de l'instabilité de l'environnement, les entreprises parfois ont du mal à voir leur face opportuniste d'entrée. Et donc, parfois, on dit de moi que je suis trop optimiste. Moi, je vois les choses plutôt de manière positive. Du coup, j'accompagne les entreprises qui, parfois, pour vous donner des exemples concrets, viennent me voir, me disent il y a une nouvelle réforme qui est tombée, ça va nous coûter cher, comment on va faire ? Je les accompagne à, bien sûr, minimiser les risques de ces transformations législatives, par exemple, mais à trouver surtout des opportunités que ces changements peuvent apporter. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est pour ça la photo ici, je me définis comme libératrice de paradoxes et aider de traiter de tels sujets de travail en entreprise que comment faire plus avec moins, comment contrôler l'incontrôlable, prévoir l'imprévisible et produire des solutions pour y répondre, et peut-être qu'ils ne sont pas des solutions qui sont produites aujourd'hui. Voilà une idée. Ce qui m'anime, c'est vraiment à la sophistication de l'environnement, la sophistication aussi des méthodes d'accompagnement. Et là, je rejoins le design thinking, que je ne veux pas dire que je l'utilise tel quel, je ne suis pas designer, même si je m'inspire et je travaille beaucoup avec les designers, à produire des accompagnements qui vont être ergonomiques, qui vont être dans l'empathie, donc vraiment le décodage des besoins d'utilisateurs et qui vont surtout être utiles. Comme les exemples de produits, par exemple, avec une entreprise, j'ai travaillé sur une plateforme d'un produit qui est plutôt un non-produit. Comment arrêter de faire de certaines choses pour évoluer dans l'environnement ? Parfait, Anne. Merci beaucoup. Avant de lancer ce débat, Émile, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en avez retiré et quelles sont les idées forces qu'elles vous ont inspirées. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent. Donc, non, mais je vais juste, vous êtes notre conscience, notre synthétiseur. Voilà, alors je vais utiliser la phrase de notre dernière intervenante, libératrice de paradoxes. Ça m'a fait penser à quelque chose dont je parle aussi dans le livre, qui est une phrase de Scott Fitzgerald.
La marque d'une intelligence supérieure est la capacité à avoir en tête des idées opposées en même temps, tout en gardant la capacité à fonctionner. Et voilà, ça me fait penser à ça quand vous parliez. Et c'est vrai que cette ouverture aux idées opposées, au paradoxe, est là où il y a l'opportunité d'intelligence et l'opportunité de faire mieux, d'être plus performant. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs et mesdames, la parole est à vous. N'hésitez pas, je pense qu'il y a des micros qui vont circuler. Alors bonjour, merci de me donner la parole. J'avais une question. Alors on a vu les machines qui étaient faites à Saint-Étienne. Moi j'ai une question. Comment celle de Aina permet, enfin on n'a pas bien vu, et je sais pas, comment permet d'adapter le logement aux seniors? Directement à vous. Vérifier s'il est... Oui. Oui. Donc merci pour la question. Effectivement, on n'a pas eu le temps de préciser ça. Effectivement, nous, on utilise les approches de design thinking au cœur de la conception de nos produits. C'est-à-dire que quand on est parti du constat qu'il y a des problématiques autour des besoins des seniors, et ben, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'avais pas de réponse au départ. Et on allait rencontrer des personnes âgées en établissement, dans des centres de rééducation, beaucoup en région stéphanoise, pour essayer de comprendre leurs problématiques avec une approche de prototypage très rapide. Quand je dis prototypage très rapide, c'est que je suis partie avec un bout de carton et un bout de bois. Et Gaël suggère que l'on montre vos produits, si c'est possible en régie, si on peut les retrouver. Je vous en prie, continuez. Avec un bout de carton et un bout de bois, voilà, vous voyez en haut quelques exemples. Volontairement, j'ai mis des prototypes, j'ose pas trop les montrer, mais je vous les montre aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est dans ces approches de prototypage très rapide qu'on comprend qu'est-ce qui est pertinent ou pas pertinent pour l'utilisateur. Et on va avoir une approche voilà, assez itérative. Et c'est ce qui nous a permis à la fin de développer la solution qui est en bas, qui est un de nos produits qu'on vient de lancer, qui réinvente le chevet de la personne âgée, parce que pour une personne âgée, la nuit c'est un moment clé. Et puis voilà, pour juste illustrer la dernière photo, j'aime bien celle de droite en haut, c'est Raphaël. Raphaël, c'est une personne qui m'a marqué, et ça en design thinking, c'est ce qu'on cherche, c'est des humains qui nous marquent. Raphaël, c'est une personne qui laisse la lumière allumée toute la nuit dans sa chambre de maison de retraite, parce qu'elle a trop peur de ne pas trouver l'interrupteur. Et bien voilà, c'est sur des situations comme ça qu'on essaye de trouver des solutions. Bravo. Autre question. J'ai une question. Comment concrètement on travaille avec des designers quand on n'est pas dans un sujet industriel, par exemple? Donc moi, je suis cofondatrice d'un événement. Si je veux retravailler les formats, etc., comment concrètement je peux solliciter des designers? Oui, je me permets de reprendre le micro. C'est pas tant en tant que fondatrice d'ANA que je parle, mais quand j'ai enseigné pendant 4 ans au sein de la Discool, on travaille sur beaucoup de projets, qu'ils soient digitaux ou physiques. On travaille là-dessus. En fait, quand on organise un événement, on peut tout à fait utiliser des approches de design thinking. La première, c'est de se poser pour qui vient à notre événement, essayer de comprendre en détail qu'est-ce qu'ils attendent, c'est quoi leurs besoins, pourquoi ils viennent là, et puis après on va pouvoir avoir une approche créative de dire qu'est-ce que face à ces besoins qui ont été identifiés, leurs attentes, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer comme solution innovante pour y répondre. Puis on va pouvoir prototyper, c'est-à-dire qu'au prochain événement, vous pouvez essayer de mettre des choses en place, avoir une approche de test et faire un retour et avoir et en fait faire des prototypes. Donc là, c'est une réponse assez rapide, mais juste pour dire qu'effectivement, ça peut s'utiliser aussi bien sur la façon dont on pense un événement que sur la façon dont on va imaginer son stand pour un prochain salon. Merci Florence. Bonjour à tous, merci pour vos sourires et vos interventions très inspirantes. Je crois que c'était Catherine au début qui disait « Essayez vite pour échouer vite », si je ne me trompe pas. Mais est-ce que c'est une bonne chose au final d'échouer vite? Est-ce qu'il ne vaut même pas prendre son temps et réussir? Enfin, c'est peut-être un peu provoque comme question, mais du coup je me questionne un peu là-dessus. Où est Catherine Ronge? Ah, elle n'est plus là, mon Dieu. Oui. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette idée de prototypage dans le design thinking, alors effectivement, il vaut mieux réfléchir avant, etc. Mais enfin, tout entrepreneur sait que quelle que soit la quantité de réflexion qu'il a mis dans son business plan, dès le moment où l'entreprise démarre, tout se casse la gueule et il faut inventer autre chose. Donc, de toute façon, on va finir par devoir faire des cycles.
quoi qu'il arrive. Mais pour revenir à la recette de l'intelligence collective que je vous ai donnée tout à l'heure, qui était donc décentralisation, indépendance, diversité, et au final, agrégation, consolidation de tout ce qui a été mis sur la table. Dans la démarche design thinking, ce qui me frappe, c'est que cette étape d'agrégation, c'est justement celle du prototypage. C'est une sorte de consensus. Chaque prototype est une sorte de consensus qu'on a extrait de ce qui a été mis sur la table par tout le monde. Et à ce moment-là, bon, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, on a mis en forme, on a produit l'intelligence de la chose. Ensuite, bon, ça peut nécessiter quelques cycles, mais c'est là où l'intelligence collective et le design thinking, à mon avis, se retrouvent fortement. C'est dans cette étape de prototypage essentielle qui est totalement objective parce que c'est là où on confronte la réalité. Oui, bonjour à tous. Merci pour tous ces éclairages très inspirants. Alors j'ai une question, peut-être pour la coach en organisation. Il a été abordé un certain nombre de fois cette nouvelle manière d'avancer vers le futur, finalement, par le design thinking. Et quand même si on parle de démocratie, à mon avis, c'est tout sauf facile, puisque ça bouscule des rites hiérarchiques ancestraux, des silos, par exemple. Donc on a énoncé du rôle du coach. Coach, j'ai envie de dire facilitateur aussi. Est-ce que vous pouvez, alors les uns les autres, mais j'ai pensé à vous plus naturellement, avoir un complément d'enquête? Merci d'avance. Très bien. Alors pour répondre, ce qui facilite en fait cette situation, c'est que dans le principe de coaching, c'est que les solutions sont trouvées par l'organisation elle-même. C'est-à-dire, moi, je design, et c'est ce que j'adore, l'intervention, mais c'est l'entreprise qui trouve ses propres solutions. Et donc, c'est comme ça qu'elle va les appliquer beaucoup plus facilement parce qu'elle les a trouvées elle-même. Et quand on a parlé aussi, la question précédente, s'inspirer des designers, effectivement, dans l'accompagnement des organisations, ce prototypage très, on va dire, produit est assez compliqué. Et moi, parfois, ce que j'utilise, c'est le symbole, en fait. C'est-à-dire, on construit quelque chose symboliquement qui représente la vue de tout le monde, justement, d'une future organisation, d'un nouveau mode de travail, ce qui reste après comme symbole pour pouvoir le mettre en place de manière concrète. Je ne sais pas si j'ai répondu. En revanche, moi, je vais donner un petit compliment, si vous le voulez bien, par rapport à l'organisation de toutes ces méthodes et à l'utilisation de ces méthodes. Ce qui est important, et c'est un tout, et on le dit très souvent au niveau d'Innovateur, il faut qu'il y ait le portage hiérarchique, qu'on puisse libérer du temps. Très souvent, on organise des groupes de créativité, et à l'arrivée, sur les 12 potentiels, on en a 6, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu la permission hiérarchique. Donc il y a le rôle très important du manager qui soit en phase avec ces nouvelles méthodes. Et puis il y a aussi ce qui est lié à la reconnaissance et le droit à l'erreur et de se tromper. Ce n'est pas un acquis naturel dans nos grands groupes et nos grandes organisations. Et ça, c'est le combat quotidien que l'on a, c'est de dire acceptez de libérer du temps, soyez en phase avec ces démarches. Si ça ne marche pas, ce n'est pas une sanction négative, c'est une sanction positive au contraire. Et puis surtout, le patron, il doit être présent aux côtés tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire pas au moment où on lance le truc, on fait un beau discours et après, c'est silence total. Non, c'est tout le temps et surtout quand il y a des difficultés. Je rebondis sur votre question, madame, et là, c'est vraiment une question collective auprès de nos intervenants. Est-ce que, puisque vous parliez des silos et du modèle ancien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le design thinking est le modèle planétaire de l'avenir ou bien simplement une transition vers d'autres élaborations ? Moi, j'ai pris le micro parce que je voulais rebondir encore sur ce que vous avez dit, sur l'appui de la hiérarchie. Je trouve que c'est très important, mais moi aussi, je trouve que parfois, il y a un effet thermodynamique. On peut rentrer dans l'organisation et de commencer par là où on peut commencer. Et quand on commence parfois par le middle management, il y a un certain effet thermodynamique qui va pousser aussi peut-être les strates un petit peu plus hautes de l'organisation à se revoir, repenser. Alors je laisse. Et Elisabeth Ducotet, si ma question ne vous trouble pas trop, j'aimerais avoir votre sentiment.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait de méthode définitive et globale. Je pense qu'on passe dans des modes d'expérience et que le design thinking est un mode d'expérience extrêmement utile, extrêmement stimulant. Je ne suis pas sûre que ce soit la méthode définitive et globale, mais c'est une expérience très intéressante d'actualité. Retour à la salle. Oui, j'avais une question pour Monsieur Servan-Schreiber. J'avais vu votre intervention dans l'émission 28 minutes, et donc ça m'avait vraiment épaté. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les médias ne s'emparent pas plus de ce sujet, ou dans les écoles on ne l'enseigne pas plus? Parce que ce sont des études scientifiques, vous le dites. Donc je trouve ça fou que voilà, ça ne soit pas quelque chose que tout le monde sache, par rapport à ce QI de groupe. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. À un moment, il faut bien effectivement faire l'effort de promouvoir ces idées. Ça marche pas mal d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on en parle souvent un peu n'importe comment. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est justement apporter non seulement la preuve scientifique, mais les principes qui va nous permettre d'orchestrer cette intelligence collective. Et votre question tout à l'heure, c'était est-ce que c'est le design thinking, c'est la solution planétaire, etc. du futur? Je dis, on est au départ. On est au départ aujourd'hui de l'invention de façons de travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a changé d'air. Il y a 20 ans, on a changé d'air. Depuis les années 2000, on voit que la croissance mondiale, en termes de richesse par habitant, on ne le sent pas tellement en France, mais est passée de 15 ans, je crois que la richesse mondiale doublait tous les 15 ans pendant l'ère industrielle en moyenne. Et aujourd'hui, ça s'est encore accéléré. Pourquoi? Parce qu'on a densifié les populations. Densifié les populations, pas de façon physique. Pendant l'agriculture, on vivait dans des petits villages à 500 personnes à la fois. Et puis ensuite, avec l'ère industrielle, on vit dans des villes à des millions de personnes. On a chacun des millions de voisins. Et à chaque fois qu'on densifie les populations, on augmente la capacité à l'innovation. Parce qu'on peut transmettre mieux, et du coup, on peut innover plus sur la base de ce qui est déjà existant, au lieu de devoir réinventer à chaque fois la roue. Qu'est-ce que font les technologies aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le numérique est une révolution? C'est parce qu'il nous a rapproché encore les cerveaux. C'est-à-dire qu'on est encore plus proches les uns des autres. Parce que la santé aussi, la santé a fait que les vieux vivent avec les jeunes beaucoup plus longtemps. Donc on communique beaucoup plus de cerveaux différents à cerveaux différents. On peut, avec les outils numériques, contacter n'importe qui, n'importe quand, travailler à beaucoup plus qu'une demi-douzaine à la fois. On peut parler avec des gens avec qui on ne pouvait pas parler avant, parce qu'il y avait la barrière de la langue qui est en train de tomber à très très grande vitesse. Et donc cette densification de la population fait qu'on bascule dans une ère que j'appelle maintenant super collective, où tout est inventé en termes de comment on va travailler ensemble avec ces nouveaux outils. Le design thinking est une façon de faire. C'est une façon de faire qui, on voit, en général, ça implique une douzaine de personnes. Et puis là, on a commencé à parler, notamment avec l'exemple de la Poste, une mise à l'échelle dans les très grandes organisations de ce design thinking, mais ça ne ressemble plus tout à fait à du design thinking, ça devient autre chose. C'est le design thinking plus, etc. Donc comment est-ce qu'on réinvente toutes ces façons de travailler ensemble pour qu'on soit à la fois nombreux et intelligents, parce qu'on peut aussi être nombreux et complètement idiots, et incapables de régler les problèmes qui nous concernent tous, par exemple l'environnement. Comment est-ce qu'on va faire? C'est le sujet du siècle. On sait bien que ce siècle sera celui de l'intelligence. Et pour que cette intelligence ne soit pas uniquement artificielle, il va falloir qu'on se mette au travail à inventer comment on collabore entre nous. En fait, c'est un peu une réflexion qui me vient comme ça. C'est plus que moi, dans le design thinking, il y a la beauté et il y a l'art aussi. Et est-ce que justement la beauté et l'art ont leur place dans l'entreprise et comment l'intégrer? Parce qu'une certaine manière, l'art, il y a besoin d'une maturation, il y a besoin de temps. Or là, on parle aussi du design thinking comme gagner du temps. Donc moi, c'est ça, c'est un peu où est la place de l'art et de la beauté dans l'entreprise, si possible. Saint-Étienne est une ville de culture où l'art est présent partout, qu'il soit musical ou sculptural, avec le musée d'art moderne, le musée d'art et d'industrie. Ce que je répondrais, c'est que le designer porte en lui cette capacité à produire du beau, à produire de l'esthétique.
et que c'est pas forcément une question de temps. Vous avez des artistes qui font des œuvres d'art en direct devant des salles en 5 minutes. Dès lors qu'il est intégré à la conception. Pour moi, c'est pas du tout antinomique. Et puis, pour répondre à la jeune femme tout à l'heure qui est responsable d'une entreprise d'événementiel, eh bien, je l'invite à appeler Thierry Mandon, le directeur de la Cité du Design, parce que c'est le genre d'appel que nous avons tous les jours d'entrepreneurs qui se disent mais moi, dans mon secteur d'activité, qu'est-ce que je pourrais bien faire de plus avec le design? Je crois que la matinée qu'on a passée montre qu'il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir, et vous en avez vu une palette tout à l'heure dans des secteurs d'activité extrêmement différents, mais il y aurait pu y avoir les chocolats Weiss parce qu'ils utilisent aussi le design. Qu'est-ce que le design va faire dans une tablette de chocolat? Eh bien si. Et je suis certain que pour l'événementiel, la Cité du Design de Saint-Étienne saura aussi vous aider à progresser, à être plus compétitive, à innover et à vous démarquer. Eh bien, c'est sur ces mots que se termine notre matinée. Il me reste à vous remercier tous, salle et intervenants. Je vous donne un petit rendez-vous éditorial dans le prochain numéro d'Éco-Réseau Business qui traitera, comme par hasard, du design thinking. Et sans doute, peut-être... oui, voilà. Les livres, les auteurs vous attendent à la sortie pour parler avec vous et signer leurs livres. Encore une fois, merci.